Lumière, lumière. C'est un élément essentiel, vital au cinéma, indispensable pour réaliser un bon film. Mais commençons par le commencement. Nous considérons tous les frères Lumière comme les inventeurs du cinéma, mais eux-mêmes ne réclamaient pas ce titre. En effet, Thomas Edison, industriel américain, s'était déjà penché sur la question en inventant notamment le kinétoscope. Avec cette invention, une seule personne pouvait regarder un film Réalisé avec une ampoule qui durait seulement quelques secondes. C'est donc en quelque sorte l'ancêtre de la salle de cinéma, et c'est là que nos frères Lumière interviennent. Ils inventent le cinématographe en 1895 et cherchent à filmer des zones animées de la ville pour contraster avec la photographie. Ils réalisent Sortie d'usine, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat et L'arroseur arrosé, considéré comme la première fiction avec les premiers acteurs. Ils réalisent le premier travelling à Venise en disposant le cinématographe sur une gondole. Ils pensaient, contrairement à Thomas Edison, que le cinéma était une activité passagère et que les gens se lasseraient très rapidement. Or, le cinéma est toujours aujourd'hui considéré comme le 7e art. Et c'est pas prêt de changer. Il existe différentes sources de lumière, les sources naturelles, comme le soleil ou sa réflexion, et les sources artificielles, les lampes, les bougies, les projecteurs. La lumière est utilisée de plusieurs manières pour exprimer différentes impressions à l'égard du spectateur. L'attention et les émotions. Au cinéma, elle joue un rôle crucial, car sans lumière, le réalisateur ne retranscrit rien. Sa fonction est bien simple. Elle donne du sens à l'image par la façon dont elle éclaire l'objet et l'ambiance émotionnelle créée. Il existe différents types de lumière. La lumière que les Allemands ont commencé à utiliser. Celle-ci sculpte les décors et les visages par petites touches de lumière plus ou moins brutales. L'effet produit est réaliste et privilégie le décor et l'ambiance scénique. Cette utilisation est appelée plus communément l'expressionnisme. La lumière que les Américains ont plus utilisée est plus structurée et recherche plus la beauté plastique que le réalisme. Avec le style germanique, on éclaire le décor, avec le style américain, la star. Disait Glenn McWilliams. L'art du clair-obscur, qui est emprunté au théâtre et adapté par Cécile B. Demille, insiste à diriger les sources sur le visage de l'acteur ou sur un élément particulier du décor pour mieux plonger une partie dans une profonde pénombre. La lumière appelée diffuse ou douce est le total inverse de la lumière germanique. Le sujet dans son entièreté et même l'environnement dans lequel il joue sont baignés de lumière. Cela crée peu d'ombre, le contraste est considérablement diminué, ce qui provoque facilement cet effet de douceur. L'éclairage par-dessous, c'est lorsque la lumière vient du sol pour éclairer le sujet. Cela a pour effet de rendre le sujet surnaturel et effrayant. Pour créer le contre-jour, le sujet mis en valeur doit se positionner entre la source lumineuse et la caméra. Pour la lumière latérale, la source de lumière vient de côté, ce qui donne un contraste entre la face éclairée et la face dans l'ombre. Petit aparté scientifique. Pour que la lumière soit assimilée par le cerveau, plusieurs étapes doivent être respectées. Assistant, règle s'il vous plaît. La première étape se situe au niveau de la rétine qui se compose elle-même de 3 couches cellulaires. La première couche est constituée de cônes et de bâtonnets. Ce sont les cellules photoréceptrices. Les bâtonnets servent à analyser l'intensité lumineuse, tandis que les cônes servent à analyser la couleur. Les bâtonnets sont au nombre de 120 millions, ce qui représente environ 95% des cellules photoréceptrices, tandis que les cônes sont environ 5 millions par individu, soit 5% des cellules photoréceptrices. La seconde couche est composée de cellules bipolaires, endroit où l'influx nerveux et permettent de faire véhiculer l'information jusqu'au cerveau par le biais du nerf optique. Ensuite, le message passe par les cellules ganglionnaires. Elles sont la voie finale jusqu'au cerveau et sont elles-mêmes divisées en 3 types. Les plus grandes cellules permettent d'établir un changement au niveau des contrastes ainsi que des mouvements perçus. Celles de taille inférieure s'occupent de l'analyse des formes et des détails, et celles de taille encore inférieure s'occupent de l'analyse des contrastes chromatiques rencontrés. Cette action ne prend que quelques secondes au total. L'œil fonctionne toujours de la même manière. Par la suite, l'image créée par la rétine n'est pas la même que celle créée par le cerveau. En effet, l'information, traitée dans les étapes précédentes, est transmise sous forme de messages nerveux, et grâce à des terminaisons nerveuses, traverse les différentes couches des fibres du nerf optique. Cette information visuelle est transmise via le nerf optique au cerveau. Les nerfs optiques se rencontrent dans un endroit nommé le chiasme optique, ce qui permet de recréer l'image vue précédemment. L'insula est une partie du cerveau qui permet de ressentir une palette d'émotions de base, comme la colère, la joie, la tristesse, le dégoût et la peur.
et affecte non seulement le cerveau, mais également le corps entier. La partie du cerveau qui sert à différencier les émotions plus poussées se nomme l'amygdale. C'est la zone dans laquelle tous les sens se rejoignent en un point. L'amygdale est un tissu musculaire en forme d'amande. Cette partie de notre cerveau fonctionne même de manière inconsciente. Par exemple, une mauvaise odeur serait signe de dégoût. Mais si un visage souriant ou même apeuré apparaît même pendant quelques millièmes de seconde, à savoir un temps trop court pour être vu, l'amygdale, elle, l'apercevra et détectera une émotion reliée à cette analyse. Pour créer une certaine angoisse, une image peut être éclairée ou obscurcie volontairement. De plus, de nuit ou dans un espace sombre, notre cerveau peut paniquer et s'effrayer lui-même en imaginant ce qu'il peut y avoir tapi dans l'ombre. Cela crée une peur irrationnelle très utile pour rendre le film plus vivant et plus effrayant encore. Les monstres, les clowns et les psychopathes sont des personnages récurrents de l'univers de l'horreur qui amènent le cerveau à nous faire croire que ces personnages existent. C'est ce qu'on appelle les phobies. La cluophobie signifie la peur du noir. C'est une peur ancestrale chez l'homme qui est étroitement liée à la peur de l'inconnu, de l'imprévisible, du surprenant et donc d'un danger non maîtrisé. Les scènes de films qui vont suivre sont de parfaits exemples pour illustrer la peur du noir, du sombre et même de l'invisible. Dans Psychose, film réalisé par Alfred Hitchcock et sorti en 1960, la scène de la douche est très mystérieuse, ce qui renforce le suspense et la peur de celui qui regarde. En effet, lorsque le crime est proche, le spectateur voit une ombre, très floue, que l'on distingue à travers le rideau de douche s'approcher de Marion. Brusquement, elle ouvre le rideau mais son visage reste dissimulé, ce qui est essentiel pour garder l'intrigue et le suspense. On ne voit que sa silhouette, à cause de la lumière utilisée qui forme un effet de contre-jour. Nous pourrions ajouter que cet effet de visage caché, presque invisible, rajoute du suspense. Mais le spectateur n'a aucun doute de l'identité du meurtrier. Il s'agit bien évidemment de la mère de Norman. On a bien vu ses cheveux, sa silhouette correspond à celle entrevue par la fenêtre de la maison, et Norman lui-même la décrit comme folle. Le fait que l'on ne voit pas son visage paraît alors plus ici comme un élément de folie dangereuse, d'un visage qu'on ne peut pas se représenter réellement, concrètement, et dont les expressions restent insondables. Sur cette image de M. le Maudit, l'ombre du tueur d'enfants vient se placer sur une affiche de journal, exactement sur le mot « Mörder », meurtrier en allemand. Cette ombre indique au spectateur que c'est le tueur, mais son visage nous est encore inconnu. Sur cette image de Sleepy Hollow, film réalisé par Tim Burton et sorti en 1999, nous ne voyons que l'épouvantail et l'arrière-plan est peu distinguable. La lumière qui l'éclaire vient du bas, ce qui ajoute un côté de grandeur et met en valeur sa bouche pour un côté plus effrayant. Dans le film Le Projet Blair Witch, réalisé par Eduardo Sanchez et sorti en 1999 également, la lampe torche est accrochée à la caméra et les visages filmés sont proches de cette dernière. À part le visage, rien n'est éclairé. Tout est très sombre et encore une fois imperceptible. Le contraste entre le visage éclairé par la lampe torche et le noir de la nuit est bien trop fort, ce qui accentue l'angoisse chez le spectateur. Comme nous pouvons le constater dans le film Psychose, le manoir où vit Norman et sa mère est dans le noir, durant tout le long du film, et même en plein jour. Ceci est pour produire un effet de mystère, poussant les visiteurs du motel à visiter ce lieu. La technique de lumière utilisée ici est le contre-jour. Les contrastes sont très prononcés et la lumière vient de derrière la maison, ce qui la rend encore plus insondable et plus grandiose encore. Norman est un homme très instable. La folie de sa mère vit en lui et on peut l'apercevoir grâce à certaines scènes. Par exemple, lorsqu'il est dans son bureau au motel ou encore à l'extérieur, et même lorsqu'il plonge la voiture dans la boue, son visage est de profil, coupé en deux. Un côté sombre, un autre éclairé, ce qui montre sa double personnalité, son double jeu, son côté dérangé et son instabilité mentale. Parfois, son visage est complètement dans le noir, ce qui montre que la personnalité de sa mère prend le dessus. Au contraire, la scène où Marion se lave est très lumineuse. Il n'y a pas de coin sombre ou une lumière obscure, ce qui ajoute du suspense et l'aspect d'un crime inattendu. De plus, c'est une scène dépourvue de musique. Seul le son de la douche est présent. C'est une scène que l'on peut juger très pure, de par ses murs blancs immaculés et cette absence de son considérable. Sur ces différentes images, on observe un fort contraste entre les mains et le visage de Nosferatu, personnage éponyme du film réalisé en 1922 par Friedrich Wilhelm Murnau, et le reste de son corps vêtu d'une longue tenue noire. Cet effet fait que le spectateur reste fixé sur les éléments terrifiants du personnage. Ses doigts osseux,
ses oreilles et ses sourcils immenses, et ses dents beaucoup trop pointues. La peur de l'étrange, de l'inconnu, nous la connaissons tous. Nous avons tous un peu peur des serpents, des araignées, et de fait, elles sont l'une des espèces animales les plus éloignées de l'espèce humaine. On ne sait pas réagir face à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Cette impression d'étrange peut être plus ou moins subtile avec la lumière, mais cette dernière aide quand même à provoquer un certain malaise chez le spectateur, ou à transformer quelque chose d'ordinaire, de familier, en quelque chose d'étrange. Par exemple, dans le film Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980, la scène finale dans le labyrinthe se déroule sous une lumière bleutée peu commune. En effet, la scène se passe de nuit sur une couche de neige de 20 cm, ce qui participe à créer une scène aux reflets bizarres. De plus, le spectateur est parfois ébloui par les spots du labyrinthe, ce qui contribue à le placer dans une situation dérangeante, propice à la peur et au stress. Nous avons relevé 2 effets de lumière qui provoquent de l'étrange, les ombres et les mouvements d'éclairage. Les réalisateurs peuvent placer la lumière de façon à créer des ombres angoissantes et dérangeantes. C'est le cas de Murnau dans Nosferatu. Sur ces images, l'ombre du vampire agit comme une menace. C'est un être dangereux et surnaturel, impossible à attraper. De plus, l'utilisation de l'ombre permet de déformer, d'agrandir le corps de Nosferatu, le rendant beaucoup plus effrayant. Mais cette déformation sert aussi à mettre en valeur les longs doigts osseux du personnage, et on arrive à la deuxième fonction des ombres, après la déformation, la mise en valeur. On remarque la mise en valeur du temps, toujours dans Nosferatu. Ici, l'ombre sur cette horloge crée un dédoublement de l'objet, le souligne avec le squelette, la menace d'une mort imminente. Une autre horloge se détache dans le film M le Maudit, où le réalisateur Fritz Lang nous partage l'inquiétude de la mère face au non-retour de la petite fille par le même procédé. Dans le film Psychose, les ombres permettent une déformation de l'objet, rendant quelque chose de connu et de maîtrisé quelque chose d'étrange. Attention, spoiler de Psychose. Sur cette image, le cadavre de Marion est dans le coffre, et l'ombre de Norman poussant la voiture est déformée pile à cet endroit-là, montrant l'inhumanité du meurtrier. Ici, l'ombre des plantes autour crée quelque chose d'entremêlé et d'indistinct. De plus, l'ombre à balai sur le dos de Norman, quand il va nettoyer le sang dans la salle de bain, paraît sortie de nulle part et forme une courbe inattendue. Avant le crime, on apprend que Norman a une passion peu commune pour les oiseaux empaillés, annonce peut-être du célèbre film Les Oiseaux d'Hitchcock, qui sortira 3 ans plus tard. Bref, ces oiseaux sont exposés dans une petite salle où Marion et lui discutent en mangeant, et leurs ombres déformées par les angles des murs les fait ressembler à des monstres, ou pour le moins, des animaux surréels. Dans le film Psychose, quand Marion prend la fuite avec l'argent volé, on peut voir dans les lumières mouvantes des phares comme des yeux de monstres qui l'espionnent, la surveillent et qui attendent qu'elle sorte pour la livrer à la police. L'effet d'une lumière inhabituelle est aussi utilisé par Ridley Scott dans Alien, sorti en 1979, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. Donc la scène se passe dans un vaisseau spatial et l'héroïne voudrait faire sortir cet être, on peut dire quelque peu embêtant. On constate une lumière clignotante qui évolue tout au long de l'action. En effet, le clignotement est assez espacé au début et s'accélère et s'intensifie au fur et à mesure, ce qui correspond bien évidemment à la montée du stress et y participe grandement. Vous aurez remarqué l'absence de musique. Ce procédé se retrouve dans notre film de Tim Burton, Sleepy Hollow, où le chevalier sans tête, meurtrier terrorisant tout un village, est annoncé par l'orage, prévenant le spectateur de son arrivée imminente. Comme précédemment, l'orage et son clignotement participent à créer un stress, et plus précisément ici une angoisse pour le personnage, qui sera certainement un futur cadavre. Cela donne également une impression d'accélération de l'action, augmentant le suspense et la tension. Ici, l'actrice est de dos et se tourne petit à petit vers la caméra en pas saccadé. La lumière est placée sous le visage du personnage, délimitant étrangement ses arcades sourcilières et son nez, ce qui produit un effet surnaturel inquiétant. De plus, la lumière traverse les cheveux blonds de l'actrice, ce qui renforce cet effet, en créant une impression fantomatique. Ensuite, une ombre géante se forme avec la contre-plongée de la caméra. C'est une ombre immense, menaçante et dominant le spectateur. Une personne court dans une allée, de nuit, seulement éclairée par sa lampe de poche.
Inspirée du film Le Projet Blair Witch, cette scène nous montre une lumière indépendante de la caméra. Or, l'obscurité de la scène ne permet pas au spectateur de voir le danger, la menace, avec une autre source de lumière que la lampe de poche. Il n'a alors d'autre solution que de suivre les mouvements d'une actrice paniquée qui ne dirige pas la lumière forcément là où il voudrait. Se crée alors un sentiment de stress et d'angoisse de par la non-stabilisation de la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner juste ici et à regarder notre dernière vidéo sur la lumière au théâtre. À la semaine prochaine pour une vidéo sur les couleurs au cinéma. Abonnez-vous!